Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs et chers collègues de la filière éolienne, bonjour. Chut, installez-vous s'il vous plaît. Installez-vous. Ça a démarré. Merci. Donc bienvenue à ces assises nationales de l'éolien terrestre. Le premier mot que je viens de prononcer est important. Ce n'est pas un colloque, ce n'est pas un séminaire, ce n'est pas une grand-messe, ce sont bien des assises. C'est-à-dire que voyez ça comme une grosse réunion de travail à 300 personnes destinée à faire émerger autant que faire se peut un certain nombre de retours d'expérience, bien sûr, enfin au travers des retours d'expérience, faire émerger un certain nombre de propositions pour, comme l'indique le titre, consolider la filière dans la concertation. Consolidation de la filière, la mettre sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés en matière d'énergie renouvelable en général, Jean-Louis Bal va nous en parler à l'instant, et en matière d'éolien en particulier. Consolider l'apport de l'éolien au nouveau mix électrique qui est en train de se constituer en France. Et puis tout ça dans la concertation. Donc comment renforcer l'adhésion des citoyens en général et des riverains en particulier pour éviter les oppositions quasi systématiques que l'on voit malheureusement sur le terrain. Quels sont les outils, quels sont les moyens, quelles sont les méthodes qu'il faut soit mobiliser, soit adapter, soit carrément inventer. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Je vous ai dit que c'était des assises, donc j'en veux pour preuve qu'il n'y aura pas de discours d'ouverture. Le président du syndicat des énergies renouvelables, Jean-Louis Bal, et Guenelle Louette, présidente de la commission éolienne du CERC et directrice générale de la business unit France Renouvelable d'Engie, ont accepté de se prêter au jeu d'un regard croisé pour ouvrir ces assises et répondre à 3 questions principales. Alors, ce ne sont pas mes questions, moi je n'ai pas la science infuse, ce sont vos questions, les questions de terrain, les questions de couloir, toutes les questions que toute l'année, tout le monde se pose sur le terrain concernant la consolidation de cette filière éolienne. Juste avant de leur demander de bien vouloir nous rejoindre, donc Jean-Louis Bal et Guenelle Louette, si vous voulez bien venir vous asseoir sur l'estrade. Un petit instant de courtoisie électronique. Merci d'anesthésier vos portables jusqu'à l'heure du déjeuner. Merci pour vos voisins et merci pour les intervenants. Alors j'ai dit que j'allais leur poser 3 questions. Ces 3 questions, elles sont relativement simples. C'est le pourquoi, le comment et le avec qui. Pourquoi fait-on tout cela? Pourquoi est-on embarqué dans cette aventure éolienne en particulier et énergie renouvelable en particulier? Comment fait-on tout cela? Et avec qui fait-on tout cela sur le territoire, les riverains, les citoyens, etc. Alors, première question, c'est pour Jean-Louis Bal. Quel est l'état des lieux de la filière éolienne au regard des objectifs affichés pour 2030? Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire? Quel est le constat du président du syndicat des énergies renouvelables? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez Oui, il n'y a pas de retour son. Désolé. Alors, d'abord, un petit commentaire, un regard croisé avec Guenelle. Ça ne va pas être facile parce que comme on regarde dans la même direction, et c'est au sens propre comme au sens figuré. Donc, d'abord, peut-être un petit point sur les énergies renouvelables de façon globale. Donc, on a des objectifs 2020-2030. 2020, 23% d'énergie renouvelable, et je rappelle qu'on partait de 9% au moment du Grenelle de l'environnement, 32% en 2030. On est aujourd'hui à pratiquement 16%, donc on a fait une bonne progression, mais qui est insuffisante pour être sur la bonne trajectoire. Si j'en viens maintenant à l'électricité, qui intéresse les gens qui sont ici dans la salle, on est aujourd'hui... Vous allez voir le dernier panorama que nous allons publier à 12h30 aujourd'hui, donc le panorama d'électricité renouvelable qu'on publie avec les gestionnaires de réseau. On est aujourd'hui à 18%, en régression par rapport au précédent panorama, et pour une raison très simple, c'est qu'on a la sécheresse en France et que l'hydroélectricité est en diminution de production, pas de capacité, mais en diminution de production d'environ 30%. Ce qui masque en fait les progrès que l'on fait sur les autres filières
énergie renouvelable. Donc 18%, et on a, mais je laisserai Gwenaëlle en parler, une très bonne progression sur l'énergie éolienne, puisqu'on a installé sur les 12 derniers mois 1627 mégawatts. Maintenant, une hirondelle ne fait pas le printemps, et il faudra donc consolider cette progression donc sur les années à venir. Alors, quelles sont les perspectives donc pour la suite, hein. Et je voudrais un moment revenir sur la polémique qu'a engendré la dernière communication du ministre sur l'atteinte des 50% de nucléaire en 2025 ou pas, et faire le constat que cette polémique n'avait pas lieu d'être. La question de la dégressivité du nucléaire dans notre mix énergétique, elle était déjà écrite dans la PPE qui est aujourd'hui en cours. Donc la PPE qui a été promulguée en 2016. Dans la PPE, il est question de la fermeture de 2 réacteurs de Fessenheim, mais aussi de la mise en service de Flamanville, et ce qui correspond à maintenir le parc tel qu'il est. Et en dehors de cela, il était dit, je cite, je vais lire, en fonction de l'évolution de la consommation d'électricité et des exportations, du développement des énergies renouvelables, les décisions de l'ASN et de la sécurité d'approvisionnement, il faudra décider des fermetures et des prolongations de l'exploitation au-delà de 40 ans de certains réacteurs au cours de la 2e période de la PPE. Donc vous voyez qu'il y avait ce qui a été confirmé par le ministre était déjà écrit dans les textes existants. Et moi, ce que je retiens de la communication du ministre, c'est qu'il faut pouvoir accélérer le développement des énergies renouvelables électriques. Et les 3 principaux piliers de cette progression des renouvelables électriques, c'est l'éolien terrestre, mais ça, donc Gwenaëlle va en parler, c'est le photovoltaïque et c'est l'éolien en mer. Je ne néglige pas les autres filières, mais qui auront un rôle plus mineur. Je pense aux autres énergies marines, à la biomasse électrique et éventuellement à un peu de géothermie. Mais donc on a à soutenir le ministre dans cette démarche d'accélération donc, du développement des énergies renouvelables. Et le ministre doit savoir que le CER sera à ses côtés pour développer les énergies renouvelables électriques, mais également les autres. Alors, focus sur l'éolien, effectivement, avec Gwenaëlle Huet, qui est présidente de la commission éolienne du CER. Comment fait-on tout cela? Quelles sont les attentes de la filière en termes de cadrage, d'outils, de méthodes et éventuellement d'instances de discussion et de concertation? Oui, c'est vrai que comme l'indiquait Jean-Louis, ce qui est important, c'est d'avoir une trajectoire et d'avoir les moyens d'atteindre cette trajectoire. Aujourd'hui, la trajectoire, finalement, elle est assez claire, puisque l'objectif, c'est d'atteindre 15 gigawatts en 2018, c'est d'atteindre entre 21,8 et 26 gigawatts en 2023 et d'atteindre 40 gigawatts en 2030. Ce qui correspond finalement à 19% de la consommation électrique. Donc c'est important, c'est une trajectoire qui est ambitieuse. Et ce qu'on voit également, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'on voit une accélération dans nos développements. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, l'année dernière, on parlait de 1300 MW installés, voire 1400 MW. Et cette année, en année glissante, on serait à 1600 MW de capacité installée. Donc on est dans une accélération, certes relative, mais qui doit se confirmer, comme l'indiquait Jean-Louis. Parce que finalement, pour atteindre ces objectifs, notre vision, c'est que le développement de l'éolien doit se faire à un rythme d'environ 1700 MW par an, minimum, pour pouvoir atteindre la trajectoire telle qu'elle est fixée. Alors du coup, notre credo, finalement, c'est quoi? C'est le temps est à l'action. Le temps est à l'action, puisqu'en fait, il va falloir accompagner ces développements par des mesures qui sont des mesures fortes, qui permettent progressivement d'atteindre de manière plus pérenne, de manière plus continue, ces objectifs. Alors, quelles sont un petit peu ces recettes un peu miracles?
Le CER a concocté une recette en 5 volets. Le premier volet, finalement, c'est l'acceptabilité. On parle beaucoup d'acceptabilité des projets d'éolien. Pour moi, l'éolien, c'est un sujet qui déchaîne les passions. Finalement, les passions positives ou négatives, mais c'est aussi à nous d'encadrer ces passions. C'est à nous de faire en sorte que les projets, la question qu'on se pose, ce ne soit pas forcément l'acceptabilité, mais ça soit l'appropriation des projets par les territoires. Et ça, c'est vraiment le pilier numéro 1, développer des projets renouvelables, des projets éoliens. Dans ce contexte-là, c'est l'appropriation de ces projets par le territoire. Alors aujourd'hui, 2 mesures concrètes qui sont en discussion et sur lesquelles nous avons beaucoup d'attentes. La première mesure, c'est la répartition de l'IFER. Finalement, c'est comment faire en sorte que les redevances, les taxes, soient davantage allouées pour inciter au développement de l'éolien. Le deuxième sujet, finalement, c'est le balisage. C'est quelque chose qui existe ailleurs en Europe, le balisage fixe des éoliennes terrestres et maritimes pour la nuit. Et c'est quelque chose qui existe déjà ailleurs en Europe et pour lequel, en France, on a encore un petit peu de travail. Mais voilà, ça fait partie des mesures d'acceptabilité qui peuvent faire parler, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il peut y avoir des rejets par des mesures, par des dispositions qui nous semblent un petit peu d'un autre temps. Donc voilà, le premier angle d'attaque, le premier élément de cette recette, finalement, c'est l'appropriation des projets par le territoire, avec tout le travail sur l'acceptabilité. Le deuxième travail, finalement, c'est les contraintes. Aujourd'hui, le territoire français est un territoire qui recèle de beaucoup de ressources éoliennes, avec des régimes de vent qui sont intéressants au niveau européen, avec du potentiel qui est extrêmement fort. Pour autant, c'est un pays où les contraintes sont faramineuses. Et les contraintes se sont accumulées d'année en année entre les contraintes aéronautiques et radars. Et donc là, il y a un travail qui doit être poussé, qui doit être plus détaillé pour essayer de faire en sorte de développer des projets là où aujourd'hui ces projets sont bloqués. Et on voit qu'il y a des possibilités. Aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi des nouvelles technologies qui se développent, qui sont plus puissantes, plus performantes, qu'on pourrait développer sur des nouveaux sites comme cela. Encore faut-il pouvoir libérer ce potentiel. Donc oui, il y a du potentiel. Il ne tient qu'à nous de le libérer. Il ne tient qu'à la DGEC et qu'en interministériel de pouvoir libérer ces contraintes. Deuxième volet, donc c'est libérer les contraintes. La DGEC écoute attentivement. Le troisième volet, c'est la diminution des délais de raccordement et des coûts associés. On voit que c'est un sujet en soi, le raccordement de l'ensemble de ces installations, et notamment pour des régions qui ont déjà accueilli beaucoup d'éoliens. Et donc c'est un angle important, on va dire, pour pérenniser le développement de cette filière. Quatrième sujet de concotement pour cette recette, finalement, c'est le traitement des recours. Comme vous le savez, en France, la moyenne de développement d'un projet éolien, c'est 6 à 7 ans. Et on peut regretter de ne pas pouvoir aller plus vite. Parce qu'une trajectoire, elle peut s'accélérer si on s'en donne vraiment les moyens. Je ne dis pas que les recours sont toujours abusifs. Ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut être aussi le cas. Et donc l'objectif pour nous, c'est de travailler à une accélération du traitement des recours pour faire en sorte que les projets puissent être libérés le plus tôt possible et qu'on soit dans des délais plus raisonnables de développement. Dans le solaire, c'est vrai qu'on est sur des régimes de développement de 3 à 4 ans, tandis que dans l'éolien, c'est plutôt le double. Donc comment accélérer ? Eh bien, finalement, c'est travailler sur l'amélioration du traitement des recours. Et enfin, on va dire la petite cerise sur le gâteau qui n'est pas une cerise anecdotique, mais une cerise importante pour nous. Finalement, c'est l'anticipation de la fin de la durée de vie de nos éoliennes. Comme vous l'imaginez, aujourd'hui, on a des parcs qui sont vieillissants, puisque les premières éoliennes datent de maintenant de pas mal d'années, voilà, de plus de 15 ans. Et donc, il faut anticiper finalement ce renouvellement. Donc, on appelle ça le repowering. Et aujourd'hui, pouvoir favoriser, on va dire, un régime qui permet d'accélérer ces développements dans des zones qui sont déjà bien acceptées d'un point de vue acceptabilité territoriale de l'éolien, puisqu'en fait, un parc est déjà présent sur le site, et bien voilà, c'est un élément d'accélération également du développement de l'éolien. Donc je dirais finalement notre recette miracle, elle se décline en 5 ingrédients, des ingrédients qui sont importants, qui sont tous liés les uns aux autres, qui permettront finalement d'atteindre notre trajectoire. Et comme le disait le secrétaire d'État Sébastien Lecornu, l'objectif c'est toujours de libérer le potentiel de l'énergie éolienne tout en protégeant les paysages et la qualité de vie des Français, faire en sorte que ce soit véritablement des projets de territoire. Il va nous le redire juste après. Jean-Louis Bal, commentaire par rapport à ces 5 points. Oui, un petit élément supplémentaire pour accélérer le développement des renouvelables électriques, dont l'éolien.
il faut aussi encore améliorer la compétitivité. La compétitivité intrinsèque des renouvelables a déjà beaucoup progressé. Le solaire à 55 € du mégawattheure, l'éolien qui est aujourd'hui terrestre à 72 € du mégawattheure et qui a encore des marges de progression. Mais on peut améliorer la compétitivité vis-à-vis des combustibles fossiles, de l'électricité d'origine fossile, avec un prix du CO2. Nous avons publié hier un appel conjoint avec notre homologue allemand, donc le B2E, pour appeler notamment la chancelière allemande et le président de la République française, donc Emmanuel Macron, à instaurer un prix plancher pour le CO2 donc sur le marché européen, un prix plancher qui serait au moins à 30 € la tonne de CO2, ce qui aura tout de suite un effet sur le prix du marché de l'électricité européen et renforcera donc la compétitivité des renouvelables. En même temps, diminuera le poids des renouvelables dans la CSPE. En fait, c'est clairement un transfert de charges depuis les consommateurs d'électricité vers les émetteurs d'émissions de carbone. Donc, vous avez tous lu ce matin dans la presse que le président de la République avait repris cet argumentaire. La chancelière, non. Mais en tout cas, le président de la République, je ne vais pas dire que c'est grâce à notre influence, je suis plus modeste que ça. Mais donc, c'est un élément extrêmement important. Et si on regarde un peu plus loin, il faut vraiment qu'à l'horizon 2030, on ait un vrai prix du carbone. Et là, je vous renvoie sur les différents scénarios qui ont été élaborés par RTE et qui ont été présentés en détail hier. Mais une politique ambitieuse des renouvelables sans un prix du carbone significatif, c'est un non-sens. Alors, dernière question à tous les deux, et en commençant par Jean-Louis Bal, puisqu'il a le micro. Avec qui doit-on faire tout cela? Quels sont les acteurs concernés? Pourquoi est-ce que le CER a décidé aujourd'hui d'inviter beaucoup d'élus, de donner la parole à ces élus, de donner élus nationaux, élus régionaux, élus locaux? Pourquoi est-ce que le CER a décidé de donner la parole aussi aux riverains aujourd'hui? On va voir tout à l'heure un film réalisé spécialement pour ces assises. Est-ce qu'on est à un point d'inflexion de la filière? Écoutez, ce n'est pas une nouveauté le fait qu'on associe les élus locaux de tout niveau, depuis les communes jusqu'aux conseils régionaux. Dans tous nos colloques, on l'a toujours fait. C'est la première fois que l'on fait des assises qui soient vraiment centrées sur la concertation, sur le développement local et sur l'implication des élus locaux. Moi, ce qui était un peu le détonateur, et je prends un témoin, André Flageolet, qui va venir à la tribune tout à l'heure. C'est une journée que nous avons eue avec l'AMF au mois de juillet. On a eu une journée extrêmement riche et animée sur la question du développement de l'éolien, où il est apparu d'abord très clairement que si on veut avoir un développement massif, on a besoin d'avoir des vrais projets de territoire qui ne se limitent pas aux retombées fiscales de l'éolien, qui ne se limitent pas à l'éolien. Il faut avoir une approche de transition énergétique au niveau des territoires. C'était vraiment les grands enseignements de cette journée. Un autre déclencheur, mais il est plus récent, c'est une visite que nous avons faite récemment avec l'équipe du CER et un certain nombre de journalistes sur un vrai projet de territoire qui était mené conjointement à l'initiative de 3 maires de petites communes et avec le concours d'un opérateur professionnel. C'est le projet des fermiers de Loué, où on a c'était le premier projet dans la Sarthe, où on a une implication d'abord des 3 maires de petites communes, vraiment des petites communes, puisqu'au total, je pense que les 3 communes ensemble, ça fait 1500 habitants. C'est eux qui ont initié le projet. Et ils y ont associé la coopérative des fermiers de Loué. Ils ont mis en place un appel à l'épargne locale qui était réservé
aux riverains qui ont vu sur les éoliennes. Donc c'était un vrai projet de territoire. Il y en a d'autres, hein. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais c'était particulièrement intéressant. Ils ont poussé l'implication de la population jusqu'à prénommer les éoliennes. Il y avait notamment l'éolienne au pied de laquelle nous étions, qui s'appelait Arlette, du prénom de la fermière qui habite à 700-800 mètres. Donc c'était vraiment... C'était que des prénoms féminins ? Comment ? C'était que des prénoms féminins ? On ne nous a cité que celui-là, mais toutes les éoliennes avaient un prénom. Donc voilà, c'était un vrai projet de territoire. Il y en a d'autres, je pense qu'on aura dans la journée l'occasion d'en entendre, mais je pense que c'est vraiment une démarche exemplaire qu'il faudrait généraliser. Laurent Buisson va venir nous en parler. Les fermiers de Loué, ils ne se sont pas limités à l'éolien, ils ont aussi 4 MW de photovoltaïque. Ils ont regardé attentivement la méthanisation. Malheureusement, quand on élève des poulets en plein air, on génère peu de déchets. Gwen Alouette, avec qui doit-on travailler ? Et je demandais tout à l'heure, est-ce qu'on est à un point d'inflexion de la filière ? Est-ce qu'il va falloir maintenant systématiquement co-construire, et en tout cas beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à présent ? Non, effectivement, comme cela était indiqué, moi j'ai tendance à dire que l'éolien déchaîne les passions, et puis à nous de faire en sorte que les passions elles aillent dans la bonne direction. À nous de canaliser les projets, de canaliser toutes les émotions, toutes les réactions, toutes les idées sur les projets pour faire en sorte que ce soit des projets de territoire et des projets sur mesure. L'objectif n'est pas de répliquer un projet et de le mettre à tout bout de champ un petit peu partout, mais l'objectif est plutôt de faire en sorte que le projet soit le plus à même de répondre aux besoins d'un territoire. Et donc pour cela, il y a pas mal d'outils qui sont mis à disposition. Aujourd'hui, on développe des projets en financement participatif quand on pense qu'au niveau de l'acceptabilité, ça peut faire un élément déclencheur supplémentaire. On développe aussi des projets en société d'économie mixte, finalement pour mettre ensemble les professionnels industriels et des collectivités locales pour permettre le développement d'un projet. On travaille aussi à la valorisation des bénéfices d'un parc éolien pour des élus, pour des riverains, pour les mettre davantage en évidence, pour que finalement ça parle, pour qu'au-delà d'une machine, on ait une histoire à raconter et que ça parle aux élus, aux riverains d'un projet. Et puis finalement, pour moi, ce qui est aussi important sur lequel on travaille avec le CER, c'est la mise en place d'outils d'information pour le grand public. Aujourd'hui, c'est quoi l'éolien ? Comment se développe un projet ? Comment est-ce qu'on associe le plus en amont possible des populations locales au développement d'un projet ? Pour nous, c'est vraiment ça la garantie d'un succès, c'est être le plus en amont possible avec un territoire pour faire en sorte que la définition du projet se fasse en cohérence avec les réactions, les besoins qui peuvent être exprimés. Et finalement, du coup, la conclusion que je dirais, pour nous, l'objectif, c'est un peu de réinventer l'éolien. Et on va dire que cette journée, elle devrait nourrir cette réflexion par vos idées, par vos réactions. Donc voilà, on attend aussi beaucoup de cette journée pour nous aider à avancer dans cette direction. Et effectivement, la parole vous sera donnée à chaque fin de table ronde pendant environ une demi-heure, de manière à écouter vos questions, bien sûr, mais écouter également vos propres retours d'expérience ou vos propositions, vos suggestions, comme je le disais tout à l'heure. Dernier mot, Jean-Louis Bal, le message aux adhérents, c'est la filière n'a plus le droit à l'erreur. Elle ne l'a jamais eu, mais alors encore plus que jamais. Je ne pense pas que la filière ne commettra plus d'erreurs. Ça, on progresse toujours par essai et erreur. Mais effectivement, on a encore beaucoup à progresser. Et je pense que les professionnels ont appris ces 15 dernières années et ils vont tirer les leçons de ces 15 années qui sont passées, des essais et erreurs. Non, moi je suis assez optimiste sur le développement futur de l'éolien. Je pense que la trajectoire haute de la PPE, nous la tiendrons. Merci à tous les deux. Restez en place, vous allez écouter ce que Sébastien Lecornu a à en dire. J'ai entendu Gwen Alouette tout à l'heure parler de la libération de l'éolien. C'est presque le titre que l'on aurait pu donner à cette séquence vidéo qui n'en a pas. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, aurait voulu être ici aujourd'hui avec nous et ce sera au moyen d'une vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Pardon pour cette absence physique du pôle ministériel de la transition écologique et solidaire. Malheureusement, nous sommes tous retenus par d'autres engagements.
On a souhaité cette vidéo pour vous adresser un message sur notre politique depuis 6 mois maintenant que nous sommes au gouvernement en matière de libération des énergies renouvelables. On le sait très très bien, la trajectoire que nous souhaitons dessiner avec la programmation pluriannuelle pour l'énergie qui trouvera ses réponses en 2018 passe par une véritable libération des énergies renouvelables. Et les éoliens, les énergies éoliennes, pardonnez-moi, constituent véritablement une réponse importante et immédiate à cette transition énergétique. C'est pour cela que sous l'autorité de Nicolas Hulot, à la demande d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe, j'ai installé récemment un comité de travail dans le cadre de la Conférence nationale des territoires sur la libération des énergies éoliennes. Libération sur le volet réglementaire, je pense qu'on aura un certain nombre d'avancées à vous faire part dans les semaines qui vont venir, et libération sur le modèle économique, financier et fiscal de l'éolien. Une fois de plus, on ne peut pas être contre tout. J'entends ici ou là les critiques sur l'installation d'éoliennes. Il faut effectivement protéger les paysages, mais je crois que ce point fait l'objet d'un vrai consensus. Mais il faut donner de la visibilité, de la prévisibilité et de la sincérité à notre transition énergétique. C'est pour cela que ce gouvernement fait le pari de l'éolien avec vous, avec l'ensemble de la filière, avec le syndicat, et que dans les 10 premiers mois du quinquennat, donc il nous reste 3 ou 4 mois de travail devant nous, nous souhaitons porter des avancées concrètes, majeures, pour libérer ces énergies. Merci à tous pour votre engagement dans la transition énergétique et mille excuses encore pour notre absence. Merci Sébastien Lecornu d'avoir accepté l'enregistrement de cette vidéo. Merci à tous les deux pour cette séquence Regard croisé en ouverture de ces assises. Virginie Schwarz est directrice de l'énergie. Elle écoutait tout à l'heure attentivement ce que Gwenaël Huet lui suggérait comme attente de la profession. Je lui laisse la parole pour le mot du ministère. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par vous redire les regrets de nos ministres de ne pas être là ce matin. Comme vous vous en doutez, Nicolas Hulot est à Bonn avec le président de la République pour la COP23. Et alors que les dirigeants et les scientifiques qui sont réunis à Bonn nous interpellent sur l'urgence à agir contre le changement climatique, je suis sûre qu'il ne vous a pas échappé que hier, le président de la République a appelé à 2 fois dans son discours à l'accélération de la montée en puissance des énergies renouvelables qui constitue une des solutions majeures pour répondre à nos objectifs climatiques. En particulier, l'éolien terrestre a vocation à être, avec l'hydroélectricité et le photovoltaïque, et puis un peu plus tard, l'éolien en mer et les énergies marines, l'une des sources de production majeures de notre mix électrique. C'est aujourd'hui une des moins chères et des plus matures. C'est la raison pour laquelle la programmation pluriannuelle de l'énergie a fixé des objectifs ambitieux pour cette filière. Dans le cadre de nos objectifs de 40% d'électricité renouvelable en 2030, l'éolien doit atteindre en 2023 entre 21,8 et 26 gigawatts. À peu près un doublement de la puissance installée. Comme Jean-Louis et Gwenaël l'ont dit, aujourd'hui, l'éolien terrestre est dans une dynamique encourageante, avec une année 2016 qui a été record. On n'avait jamais raccordé autant d'éoliens terrestres. Et puis une année 2017 dont on espère qu'elle sera au moins aussi bonne. Ceci dit, cette dynamique, il faut bien sûr la poursuivre, mais il faut encore l'amplifier si nous voulons être sur la trajectoire de nos ambitions. Sébastien Lecornu l'a rappelé, la programmation pluriannuelle de l'énergie est en train d'être révisée. C'est cette programmation qui fixe les orientations du gouvernement en matière de politique énergétique sur tous les sujets, mais en particulier sur les énergies renouvelables. Et donc, après un processus approfondi, je pourrais même dire long, de consultation et de concertation, la PPE numéro 2 sera adoptée fin 2018. Elle fixera non seulement les objectifs pour chacune des filières d'énergie renouvelable jusqu'en 2028, mais elle fixera aussi le calendrier des appels d'offres pour la totalité du quinquennat, de façon à donner la visibilité aux filières.
Pour l'éolien, une première réunion a eu lieu le 25 octobre. Le débat sur ce que seront les objectifs pour 2028 ou pour 2030, filière par filière, bat son plein. Chacun de vous aura, s'il le souhaite, l'occasion de s'exprimer sur le sujet, puisqu'il y aura un débat public sur la PPE au premier trimestre 2018, donc sur les grandes orientations, les grandes questions. Et puis après, le texte lui-même sera soumis à une consultation électronique du public au deuxième semestre 2018. Pour réussir, on a largement évoqué dans l'introduction des enjeux clés. Je voudrais revenir sur 3 choses: le financement, les procédures et l'insertion territoriale. D'abord, le financement, parce que sur l'éolien, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et ces dernières années, en particulier en France, ça a été très tumultueux. Je crois qu'il faut se redire et se réjouir du fait que nous sommes aujourd'hui arrivés à une situation qui est sécurisée, avec des dispositifs qui ont été validés par la Commission européenne, un dispositif de tarifs, un appel d'offres triannuel qui donne de la visibilité aux filières. Voilà. Et tout ça, ça doit nous permettre de développer sereinement des projets sur le plan financier. Le guichet ouvert pour les parcs de moins de 6 éoliennes et moins de 3 MW donne droit à un complément de rémunération sur 20 ans, avec un tarif qui est compris entre 74,8 et 76,8 euros du mégawattheure. Pour les plus grands parcs, l'appel d'offres pluriannuel, le premier depuis plus de 10 ans, va être clos le 1er décembre. Donc on attend le plus de dossiers possible. Et là, les lauréats se verront attribuer un complément de rémunération sur 20 ans. La question de la limite entre tarif et appel d'offres se posera forcément un jour. Mais l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de faire la démonstration que ces dispositifs peuvent réussir, et en particulier le nouvel appel d'offres. C'est d'autant plus important que la France défend ardemment à Bruxelles l'idée que les appels d'offres par technologie, plutôt que des appels d'offres technologiquement neutres qui mettent en concurrence toutes les filières, sont une meilleure solution. Nous sommes absolument convaincus que des appels d'offres par technologie, comme nous le faisons en France maintenant depuis plusieurs années, sont à la fois une nécessité de politique énergétique, je dirais presque une nécessité démocratique. Dans un débat comme celui de la PPE, nous pesons l'ensemble des enjeux, les impacts économiques, les impacts environnementaux, les impacts énergétiques, l'acceptabilité, pour construire une vision collective du mix électrique que nous voulons en France. Si nous passons à des appels d'offres technologiquement neutres, tout ce travail n'a plus de sens. Nous sommes aussi convaincus que les appels d'offres par technologie sont la meilleure solution économique, la solution qui donnera les coûts de soutien les plus bas et la visibilité aux filières industrielles dont elles ont besoin. Donc, nous avons aujourd'hui réussi à rassembler un certain nombre de pays autour de nous pour soutenir cette idée d'appel d'offres par technologie. Ceci dit, ce n'est pas encore gagné. En face de nous, il y a des gens qui défendent ardemment la solution inverse. Et donc, on a aussi besoin de montrer effectivement que nos appels d'offres par technologie produisent de bons résultats. Ça a été le cas sur toutes les filières. Il faut qu'il y ait un niveau de concurrence suffisant. Voilà, j'espère qu'on peut compter sur la filière pour que ce soit le cas pour cette date du 1er décembre. J'en profite pour dire que nous allons néanmoins lancer un appel d'offres qui sera un appel d'offres photovoltaïque et éolien. Alors ça peut paraître un peu surprenant après tout ce que je viens de dire. Ce n'est pas un changement de position. Nous le faisons parce que la Commission européenne nous l'a demandé, avec les arguments que la Commission européenne peut utiliser quand elle demande. Voilà. Mais nous sommes convaincus que ça montrera bien, à la fin, en comparant les deux solutions, que les appels d'offres par technologie sont les plus efficaces. Deuxième grand sujet pour réussir nos objectifs sur l'éolien, la simplification. Ça a été largement évoqué tout à l'heure. Je voudrais redire que beaucoup de mesures de simplification ont déjà été mises en œuvre depuis 2013. La suppression de la règle des 5 mâts, la suppression du seuil de 12 MW, la suppression du fameux CODOA, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat, l'encadrement des délais maximums de raccordement par les gestionnaires de réseau, le passage à l'autorisation environnementale unique,
qui a été un très important chantier de simplification et qui, je crois, est apprécié. Alors, évidemment, il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut, et l'administration est très ouverte à discuter de l'ensemble des sujets qui ont été évoqués, il faut aussi qu'on trouve l'équilibre entre l'amélioration et la stabilité. Voilà, le changement permanent des règles, c'est sans doute pas non plus l'idéal. Et donc, il faut qu'on fasse des changements qui soient des vraies améliorations, mais qui ne soient pas des perturbations. On va continuer. Le projet de loi pour la société de confiance, qui sera présenté début 2018, apportera des nouveaux éléments de simplification sur les énergies renouvelables, par exemple sur les schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour faciliter ce raccordement. Le troisième axe, c'est largement le sujet d'aujourd'hui de ces assises, l'insertion locale des projets éoliens dans les territoires et un peu son pendant, qui est le sujet des recours. Il y a vraiment pour nous deux enjeux. Faire en sorte que les projets soient conçus le mieux possible pour s'intégrer dans les territoires et puis éviter des recours abusifs qui conduisent à des délais de développement complètement incompatibles avec nos ambitions. On voit aujourd'hui dans l'éolien terrestre qu'il y a des taux de recours qui semblent excessivement élevés et des délais de traitement de ces recours qui semblent trop longs. C'est un sujet sur lequel nous souhaitons progresser, mais en garantissant le droit légitime des citoyens à contester les projets à chaque fois que c'est justifié. Et il n'y a pas non plus que des recours illégitimes. Il y a aussi des mauvais projets. J'étais contente d'entendre Jean-Louis et Gwenaëlle le dire. Et là, il y a eu indéniablement des progrès ces 15 dernières années dans le développement des projets, mais c'est vraiment important de les poursuivre pour que ces projets soient construits avec les territoires et pas contre les territoires, comme ça a pu parfois être ressenti. Nous sommes convaincus que le financement participatif, comme en Allemagne ou au Danemark, est une des façons d'amener à un dialogue plus étroit entre les habitants et les collectivités d'un territoire, et puis le développeur. C'est une des façons de pousser à ce travail collectif sur les territoires que nous appelons de nos vœux. La loi Transition énergétique a introduit en 2015 un cadre pour le financement participatif des projets d'énergie renouvelable. Depuis, tous nos appels à projets incluent une prime au financement participatif. C'est aussi le cas de celui qui commence sur l'éolien. Tout candidat qui s'engage à recourir au financement participatif et donc à associer des collectivités ou des habitants des départements voisins du projet se voit attribuer un bonus compris entre 2 et 3 euros du mégawattheure. 2 et 3 euros du mégawattheure, avec le niveau de concurrence sur nos appels d'offres, c'est vraiment sensible. Et on voit que sur certains appels d'offres, notamment sur le photovoltaïque, on a atteint des niveaux de financement participatif qui peuvent être très élevés, jusqu'à quasiment les 3/4 des projets qui sont des projets en financement participatif. Voilà, on va voir ce que ça donne sur l'éolien, mais nos voisins y arrivent. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en France. La mise en avant des bénéfices économiques et financiers de l'éolien est aussi, à notre sens, un enjeu important. Les retombées fiscales sont en 2015 de l'ordre de 130 millions d'euros. Il y a la question de l'IFER, mais d'ailleurs pas seulement. La question de cette répartition de fiscalité est aujourd'hui sur la table. On va le traiter. J'ai envie de dire, c'est d'abord peut-être un sujet entre collectivités plus qu'un sujet pour l'État. Mais voilà, l'État a aussi son rôle à jouer pour faciliter ce dialogue et faire en sorte qu'il aboutisse. C'est pour travailler sur tous ces sujets que Sébastien Lecornu a lancé le groupe de travail sur l'éolien dans le cadre de la conférence des territoires qui a été évoqué dans son introduction. Ce groupe qui a donc été lancé le 20 octobre, donc c'est tout récent, rassemble l'ensemble des parties prenantes, les professionnels bien sûr, les associations de collectivités, mais aussi les ONG, les parlementaires, avec 5 commissions techniques qui reprennent largement les 5 souhaits de Gwenaëlle, donc ça va. D'abord, les procédures administratives, la simplification, mais aussi l'amélioration sur la question des recours. Le repowering, qui constituera une part croissante des volumes et qui doit bénéficier de procédures adaptées aux enjeux. On voit que là, il y a vraiment quand même une opportunité
pour concilier nos objectifs de développement de l'éolien et puis leur insertion territoriale en réutilisant des sites sur lesquels l'éolien est bien connu. Il y a déjà eu un travail d'appropriation. Et donc, finalement, on va garder le même nombre de mâts ou peut-être même parfois le réduire et augmenter la puissance. Donc, ça peut vraiment être quelque chose qui est gagnant-gagnant, mais il faut qu'on arrive à trouver les bonnes procédures pour le faciliter. La question des conflits d'usage. Alors, merci à Gwenaëlle de m'avoir confié une nouvelle mission qui est maintenant celle de la navigation aérienne. J'ai peur que ce soit un peu moins simple que ça. Ceci dit, voilà, il est évident que l'État doit aussi veiller à la cohérence de sa politique. Et donc c'est pour ça qu'on a une commission technique qui là se réunit uniquement entre administrations, avec bien sûr la défense, avec l'aviation civile, mais aussi avec la culture. On a aussi, côté ministère de la Culture, des enjeux de conciliation du patrimoine qu'il faut absolument protéger, et puis des intérêts des énergies renouvelables. Et puis des questions, on va aussi traiter dans ce groupe-là des questions de paysage. Notre ministère, le ministère de la Transition écologique et solidaire, est aussi le ministère des paysages. Et donc il faut qu'on trouve des outils qui permettent d'accompagner une meilleure prise en compte de l'éolien dans le débat sur les paysages. Un groupe sur la fiscalité, ça, on voit bien le sujet. Et puis l'éolien en mer, parce que ce n'est pas votre sujet d'aujourd'hui, mais ça reste important pour nous. C'est maintenant notre motto, libérer, protéger. Donc l'objectif, c'est à la fois de libérer le secteur de certaines contraintes pour favoriser son développement, voilà, les contentieux, le temps de traitement, le balisage, l'IFER, mais aussi, et c'est vraiment important, maintenir un bon niveau de protection des paysages, de la qualité de vie du riverain, ce qui est une attente légitime de nos concitoyens, mais ce qui est aussi une nécessité pour l'acceptation des projets et de la filière, si on veut avoir un développement, je dirais, serein dans le temps et éviter des à-coups, que ce soit des à-coups législatifs au niveau national ou des à-coups locaux. Vous voyez que nos ambitions sont fortes. L'État a un rôle important à jouer pour mettre en place les conditions permettant d'atteindre les objectifs, mais c'est bien l'ensemble de la société qui est concernée. C'est bien l'ensemble de la société qui doit s'impliquer. Et à ce titre, vos assises peuvent permettre de faire remonter les bonnes idées, les bonnes pratiques, les bons exemples qu'on peut ensuite généraliser, déployer, reprendre. Donc je vous souhaite donc des travaux extrêmement fructueux pour notre bénéfice collectif, voilà, en espérant avoir bientôt de nouvelles idées sur la table grâce à ça qu'on pourra reprendre. Merci. Merci Virginie Schwarz, et soyez assurée que la directrice de l'énergie connaît entre autres très bien le sujet de l'éolien pour intervenir depuis plus de 10 ans, participer, collaborer à tous les colloques organisés sur le sujet de l'éolien. On s'est déjà croisé bon nombre de fois.